l'adoration, mais aussi la haine peut prendre des proportions inouïes. Tout est, tout est décuplé et parfois le monde devient totalement fou, notamment avec l'affaire Polanski dont nous parlera Emmanuel Seigné. Je vais déjà demander peut-être à Clara Laurent de présenter son livre parce qu'elle est la seule dont le livre est épuisé sur Daniel Darieux, le nouveau livre. Et donc, comme elle n'a pas son livre à vous montrer, je vais lui demander de le présenter un petit peu. Pourquoi Daniel Darieux? Bonjour à tous. Alors peut-être que je vais préciser tout de même que le livre ressort à l'automne prochain dans une édition revue et augmentée. Voilà, donc vous pourrez le trouver si vous êtes curieux. Alors pourquoi Daniel Darieux? Tout simplement parce qu'elle a une carrière, je trouve, exceptionnelle, puisqu'elle a tourné à partir de l'âge de 13 ans et demi et que son dernier film, donc en 1993, je précise, donc son premier film c'est 1931 et le dernier 1993, donc c'est 80 ans de cinéma, 8 décennies, une centaine de films, donc c'est une carrière hors norme, hors du commun. Et c'est une actrice, je trouve, éblouissante. Elle a été la plus grande star en fait, française des années 30, enfin en tout cas plus précisément de à peu près, on va dire, de 36 à 42. C'était vraiment la star française numéro 1. On l'appelait Dédé. Avant Bébé, il y a eu Dédé. Et puis elle a su après donc, rester une grande star des années 50 et on va dire au troisième âge, elle continue à tourner pour Claude Sauté, pour André Péchinet, pour François Ozon, 8 femmes par exemple. Elle a été choisie par Ozon pour être la doyenne en fait des 7 actrices, donc Deneuve, etc. Et donc à l'époque, lorsque j'ai écrit ce livre, donc elle n'avait pas encore 100 ans, elle les a fêtés en 2017, au mois de mai, 1er mai. Lorsque j'ai écrit le livre, il n'existait pas vraiment de livre sur sa carrière, de livre qui rendait hommage, qui soulignait suffisamment le caractère exceptionnel de sa carrière. Et donc, alors après, peut-être en 2 mots, ce qui a été compliqué pour Daniel Darieux, c'est que on lui a beaucoup reproché un voyage qu'elle a fait en mars 1942, donc sous l'occupation, à Berlin, donc avec d'autres acteurs de premier plan de l'époque, comme Viviane Romance ou Albert Préjean. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'en 1945, elle a subi, entre guillemets, l'épuration, mais elle l'a subi, enfin ça a été très rapide, puisqu'elle a été mise hors de cause. C'est-à-dire qu'elle a fait ce voyage parce que son fiancé de l'époque, qui était un diplomate dominicain, qui s'appelait Porfirio Rubirosa, qui était un jet-setter, playboy, était donc en résidence surveillée, il était interné en Allemagne. Et donc, on a fait pression sur elle, on lui a dit, si vous voulez revoir votre fiancé, il faut faire le voyage. Et elle a réussi à faire en sorte qu'il soit exfiltré, donc elle a fait ce voyage, il a été exfiltré, elle a pu l'épouser, et à partir de là, elle a refusé de tourner. C'est-à-dire, à partir de là, elle était en résidence surveillée en France, et elle a cessé de tourner. Et donc, après je vais peut-être laisser la parole à mes camarades. On va passer. Voilà. Mais on est complètement dans le sujet, c'est-à-dire rumeur publique et réalité des artistes. C'est vrai que ce soit des musiciens, que ce soit des réalisateurs, que ce soit des comédiens ou des mannequins ou des photographes, on a la rumeur publique leur prête des intentions qui sont souvent complètement fausses. Alors moi j'ai justement un trait d'union entre Clara Laurent et Calypso Desigaldi, parce qu'il se trouve que je suis actuellement attachée de presse d'un livre qui réhabilite Coco Chanel, enfin qui veut réhabiliter Coco Chanel. Mon auteur a fait des grandes recherches, notamment il est persuadé qu'elle n'a jamais serré la main d'Hitler, ça c'est pas vrai. Enfin bref, on a fait un dialogue avec Christophe Barbier qui fait une pièce sur Coco Chanel en ce moment à Paris. Et donc voilà, et Coco Chanel est présent dans votre livre, je crois. Mais Daniel Darieux aussi, voilà, parce que on va découvrir... Alors parlez-nous de Modèle Mania. Alors Modèle Mania, donc je vais d'abord commencer par parler de moi. Je suis née dans le milieu de la mode. J'étais baby modèle à l'âge de 5 ans. J'ai suivi
suivi mes parents dans les studios photos, les coulisses, les ateliers des créateurs de mode, etc. Et évidemment, à partir de 16 ans, j'ai voulu être une mannequin grande, comme les grands. Et j'ai eu la chance d'être pile à la mode, Jean-Paul Gaultier, etc. Donc petite brunette, retour de la Parisienne. J'ai eu la chance de faire une belle carrière internationale. Là-dessus, je suis devenue agent de mannequin. Donc moi, ma carrière, c'était, il y avait Linda Evangelista qui se lançait en même temps que moi, Cindy Crawford, Tatiana Batitz. Je suis 7 générations de mannequins. Et ensuite, je suis devenue agent de mannequin, donc j'ai vu toute la nouvelle génération arriver avec les Helena Christensen, Berry Smisser, Karen Mulder, etc. Et ensuite, je suis devenue agent. Et dans mon équipe, j'ai eu la chance d'avoir notamment Marino Parisotto, qui est devenue une star mondiale, Steve Lyon, pareil, Barry Hopkins, pareil. Et donc, évidemment, j'ai suivi tous les courants de la mode jusqu'à il y a une dizaine d'années où j'ai décidé de venir explorer le pays des origines de ma famille. Là-dessus, donc, ce qui est très amusant, c'est que je constate à chaque fois que les gens disent « Ah, vous avez été mannequin ?» et on me sort un millier de clichés sur ce milieu. On me pose des questions que je trouve souvent totalement ahurissantes. Donc, je n'ai pas fait un bouquin pour les professionnels, j'ai fait un bouquin pour le grand public, pour que le grand public puisse s'appuyer sur des films qu'ils ont vus et des choses comme ça, pour remettre la réalité de ce milieu et de ces métiers. Je suis partie du New Look à aujourd'hui avec Kanye West aussi. Donc on retrouve des gens tout à fait étonnants qui ont un lien direct avec la mode sans qu'on sache. Donc il y a Claude François par exemple, on s'y attend pas. Et pourtant, il y a David Bowie, il y a Mick Jagger, il y a beaucoup de gens comme ça. J'ai hâte de lire votre livre, Calypso. Alors je vais parler maintenant d'Emmanuelle Seigner. Alors elle, j'ai vraiment lu son livre en entier, j'ai adoré, je suis éblouie, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Et autant pour Samantha Scheimer, qui est une femme extraordinaire. Alors il se trouve qu'elles sont toutes les deux dans le point, c'est un entretien merveilleux. Voilà, alors j'ai beaucoup d'admiration pour vous, effectivement. Et alors il y a aussi un lien, et Yvette a eu une très bonne idée de vous mettre tous ensemble en table ronde, parce que Calypso de Sigaldi parle du milieu de la mode, et vous, dans votre livre, vous parlez aussi de ce milieu-là, que vous avez très bien connu, à une époque où les rapports entre les hommes célèbres et les jeunes filles n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Oui, moi j'ai... bonjour d'abord. J'ai commencé ma carrière comme mannequin quand j'avais 14 ans. Et oui, les relations étaient complètement différentes entre les hommes et les femmes. Et le rapport à la sexualité était complètement différent. Évidemment. Et voilà, c'est ce dont on parle dans le point. C'est pas du tout le sujet de mon livre. Le sujet de mon livre, c'est les 10 mois d'arrestation de mon mari, vu à travers mon angle. C'est entre un journal et un thriller judiciaire. J'ai essayé de rendre ça le plus haletant possible et avec un suspense, même si... En fait, vous êtes le premier témoin, en fait. Voilà. Donc j'ai voulu vraiment montrer les choses de l'intérieur, en fait, l'envers du décor. Et comme le dit notre amie Sabine Provoris dans son très bel article sur votre livre, en fait, vous restituez le réel. Voilà. Et le réel, parce que la bulle médiatique et encore plus les comptes de Twitter, tout a tendance après à se déconnecter du réel. Et on vous construit un monstre comme ça avec des rumeurs. Vous savez, le cardinal de Richelieu disait, je prends une phrase coupée de son contexte de n'importe qui et je le fais emprisonner. Et aujourd'hui, on peut emprisonner n'importe qui si on a les lunettes au vert moraux, woke, cancel culture de 2023, on peut mettre en prison n'importe qui des années 70. On est dans une époque violente, je trouve, de totalitarisme, de l'imbécilité. Je suis très militante contre le wokisme et tout ça. Et donc, votre livre m'aime beaucoup, votre réalité de recontextualiser les choses. Moi, ce qui m'a intéressée dans ce livre, en fait, c'est la vérité. Parce que la vérité à notre époque est quelque chose qui a plus beaucoup d'importance.
et qui est en train d'en perdre de plus en plus et qui va en perdre de plus en plus puisqu'il va y avoir l'intelligence artificielle et tout ça va faire qu'on pourra faire tout et inventer tout et n'importe quoi. Et donc moi je m'accroche à la vérité et c'est ça vraiment qui m'a intéressée dans ce livre en fait, vraiment de raconter la vérité et même que ce soit les dates, les événements, tout quoi. Et de rendre sa grandeur un immense artiste victime d'imbécilité aussi. Puisque la victime lui a parlé. Oui, mais c'était vraiment, en fait, c'était vraiment un témoignage de femme d'abord, avant l'homme quoi. De mère aussi, non? Comment? De mère aussi. De mère et de femme femme. amoureuse, de femme de mère. Ouais, amoureuse mais pas aveugle. Parce que souvent on me dit que je suis sous emprise et je suis absolument pas sous emprise. Bon, alors, vous avez tous remarqué qu'on était tous des grandes féministes ici. Bon, là, je plaisante un petit peu, mais c'est pour ça que toutes les femmes ont... Mais je pense que nous sommes des féministes. Oui. Je pense que c'est cette nouvelle génération qui se déclare féministe qui font reculer la cause. La nouvelle génération fait reculer la cause. Alors donc, les femmes ont parlé en premier. Je vais demander à Grégoire Collard de se présenter et de dire pourquoi il était attaché de presse de Michel Berger et pourquoi il a voulu lui aussi donner sa vérité sur Michel Berger. Oui, c'est vrai que j'ai très bien connu Michel Berger et à l'époque où il n'avait pas de succès, sinon il n'aurait pas voulu avoir quelqu'un qui le mette en avant auprès des radios et des télévisions. Il trouvait qu'il n'avait pas de succès alors qu'il produisait pour d'autres chanteurs et des musiques de films et même des publicités pour Orangina, ce que moi, qui lui a fait gagner une voiture de sport. Mais en tout cas, au niveau de la chanson, ça ne marchait pas très bien. Et donc, il est allé voir un animateur de RTL en disant « Mais est-ce qu'il y a un attaché de presse qui aime ce que je fais? Est-ce que ça existe en France ?» Et en fait, on lui a dit « Oui, j'en connais un. Il s'appelle Grégoire Collard. Et il est très snob, très prétentieux, tous les défauts de la terre. Il est impossible. Mais par contre, il aime ce que tu fais, Michel, comme la chanson Pour me comprendre ou d'autres, et peut-être vous pourriez travailler ensemble. Et en plus, il adore tout ce qui est américain et dont le jazz, comme Michel Berger, était féru absolument. Donc on s'est rencontrés, Michel m'a téléphoné, je suis allé chez lui, il y a une petite blonde qui m'a ouvert la porte, c'était France Gall, que je n'aimais pas beaucoup, je trouvais qu'à l'époque, elle avait des chansons un petit peu insipides. Enfin, moi qui ne me correspondais pas, Poupée de cire, Poupée de son, les sucettes, ça ne m'intéressait pas trop. Et puis, je ne savais pas qu'ils étaient ensemble, Michel et Franck. Et elle me dit, Michel vous attend. Et alors Michel me reçoit, il me dit, voilà, j'aimerais vous faire que vous preniez, je viens de produire un album pour moi, j'aimerais que vous l'écoutiez et que vous me disiez ce que vous en pensez. Donc, vous pouvez l'emmener chez vous. J'ai dit, non, c'est pas la peine, je suis d'accord. Il dit, comment ça, vous l'écoutez pas? Non, je sais. C'est comme ça que ça a commencé, avec une confiance totale, et parce que c'est évidemment pas les artistes eux-mêmes qui vont aller voir les animateurs de radio, les présentatrices, et tout ça pour défendre leurs œuvres. Il faut un peu de modestie, même s'ils n'en ont pas toujours finalement. Et moi j'étais très fier de le représenter, de mettre en valeur, et puis qu'il accède au plus haut niveau, aux premières places, et faire une carrière fantastique, et Starmania. Alors, ce qui m'a marqué dans votre livre, c'est qu'il était tout entier guidé par l'amour, hein, vous dites. Il n'aimait pas les ruptures, il avait horreur des séparations, voilà, il était tout le temps à vouloir continuer d'aimer les gens, que tout soit éternel. Enfin, on ne peut pas dire que ses amours étaient éternels, parce qu'il y a eu Véronique Sanson, par exemple, pendant plusieurs années, et puis qui est partie. Il y a eu France Gall, bien entendu, et puis à la fin le couple, bon, ça arrive à des couples, bien sûr, ça allait moins bien, donc il avait quelqu'un d'autre en vue, une jeune femme et tout ça. Donc voilà, c'est la vie des couples, mais c'est vrai que c'est surtout l'amour, mais pas que l'amour, il y a la difficulté de la vie, il avait peur de la mort justement, il était fasciné par James Dean, par la carrière, le destin de James Dean, qui était mort à 23 ans dans un accident de voiture de sport aux États-Unis. Et il avait fait une comédie musicale sur James Dean d'ailleurs. Et puis il était très impressionné par l'évolution du monde, justement, où l'amour pouvait être un peu en difficulté, mais pas seulement. Mais aussi, la perdition du monde. C'est
pensait qu'il avait écrit Le Paradis Blanc et trouvait que le monde était en danger déjà. C'est un précurseur, il voyait très bien l'avenir. Alors là, je vais revenir à Emmanuel Seigné. Donc en fait, vous, effectivement, votre vie a été incendiée avec une violence inouïe, avec un acharnement, avec tous ces temps mêlés dans cette affaire, les mensonges, la mauvaise foi, l'hystérie des MeToo, des furies, de tout ça. Mais à l'époque de l'arrestation en 2009, il n'y avait pas de MeToo encore, grâce à Dieu. C'est pire maintenant. Donc. Ouais, heureusement que ça ne s'est pas passé maintenant. Non, maintenant, c'est tout à fait... Il y a un propos aussi qui me semble extrêmement dangereux, c'est quand on dit on vous croit, enfin, sans preuve ni rien, la femme est présumée de dire la vérité toujours. Absolument. Et ça, c'est terrible aussi, parce que moi, je peux dire que M. Grégoire Collard m'a violée ce matin, et on me dira qu'on me croit, parce que je suis une femme, non, n'est-ce pas? Mais surtout, je voudrais revenir, et je l'ai D'ailleurs, monsieur aussi m'a violée ce matin, monsieur aussi. Non, mais surtout, l'histoire qui nous intéresse, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte où votre époux, à ce moment-là, était un homme jeune et séduisant. Et superstar. Et superstar. Et c'est vrai que et moi je le dis dans le livre, bon, j'ai appelé les années 70 les années sexe dans mon livre. Et c'est vrai que c'était des années très très libertaires de toute manière. Et ça c'est un fait sociologique, on ne peut pas y revenir. Mais c'est vrai que autant, et je ne le dis pas dans mon livre, il y a un gang des affreux, ils existent, vous avez dû les connaître autant que moi. Il y a un gang des affreux et ces gens-là sont condamnables. Après, par contre, il y a cette tribu de photographes qui étaient des jolis garçons, donc photographes et réalisateurs, mais je pense qu'en plus cette histoire c'était pour le Vogue, c'était un shooting pour le Vogue. Un shooting pour le Vogue. Et justement, Samantha Gamer est venue de Hawaï pour me rencontrer, pour parler avec moi. Elle est merveilleuse et elle dit des choses incroyables dans cet article où elle dit que n'importe quelle fille de son âge aurait adoré s'envoyer en l'air chez Jack Nicholson. Et c'est elle qui le dit et personne ne l'entend. Mais bien sûr, et c'est vrai aussi que tous ces garçons, ces messieurs qu'on présente aujourd'hui comme des vieux cochons, on met leurs photos d'aujourd'hui, on ne met pas du tout leurs photos de ce qu'ils étaient au moment des faits. Et au moment des faits, c'était des hommes sexy et très désirables pour la plupart des jeunes mannequins. Bravo. C'est vrai. Bravo. On est populaire ici au moins. Non, mais je crois qu'aussi il y a une très très grande mauvaise foi de toutes ces femmes aujourd'hui qui se mettent en rafale à déposer des plaintes contre des hommes riches et célèbres, alors que j'ai écrit pas plus tard qu'hier sur mes réseaux sociaux que toutes les racailles qui nous font des agressions sexuelles dans le métro, ceux-là ils sont inconnus, donc bien sûr, parce qu'ils ne sont pas connus, ils ne sont pas riches. C'est ce que je veux dire, voilà, absolument. Les racailles du métro, ou tous les goujats et les mufles que les filles de ma génération ont rencontrés sur Mythique ou Tinder, qu'on ne revoit jamais le lendemain une fois qu'ils nous ont eus, ils sont mufles et goujats, mais quand c'est M. Patrick Poivre d'Arvor, c'est une autre affaire. Voilà, c'est tout. Donc des mufles et des goujats, il y en a beaucoup, mais on n'est pas traité de la même manière selon qu'on est célèbre ou inconnu, je crois. Et puis il y a les ambitieuses. Et ça aussi, parce que j'ai essayé de faire un bouquin qui soit honnête. Donc j'ai parlé des choses bien, et il y en a beaucoup plus que ce qu'on veut bien dire dans le milieu de la mode. Parce que d'ailleurs, il y a une agent californienne qui dit pour une mauvaise histoire, je peux vous évoquer 100 belles histoires. Et dans le milieu de la mode, c'est vrai. Et sur toutes ces histoires aujourd'hui qui sont dénoncées dans le MeToo, certaines oublient qu'elles ont pactisé parce qu'elles voulaient la couverture du L ou qu'elles voulaient ce genre de choses. Et qu'au moment des faits, leur naïveté était peut-être aussi à mettre un petit peu en question. Et puis la célébrité et le pouvoir en principe attirent. Hein. Je veux dire, même dans, je ne sais pas si vous savez, mais même chez Disney, La Belle et la Bête, c'est un dessin animé. Alors La Bête est
moche, mais il vit dans un château. La bête, il n'est pas moche, plus clochard, il est juste moche avec la belle. Donc je veux dire que même dans les dessins animés, il y a quand même une célébrité, un pouvoir, une différence. Et je crois que c'est malhonnête de dire qu'on est à égalité avec une star. Non, on n'est pas à égalité quand on est une inconnue convoitée par personne et une star du cinéma, une star de la chanson, une star de la télé convoitée par des millions de téléspectatrices, de groupies, un photographe célèbre, etc. Mais surtout, il ne faut pas oublier qu'on parle de gens qui sont des créatifs. Ces gens sont des artistes. Les artistes, on est plusieurs artistes ici, les artistes, ce sont des gens qui veulent donner aux autres. Ce sont des gens qui sont rarement matérialistes, qui sont des gens qui sont dans le partage, et que contrairement à des gens qui sont dans le business, ce sont généralement des gens naïfs et pas des méchants. Alors là, je voulais revenir à Clara Laurent, puisqu'elle évoque Daniel Darieux, qui était quand même d'une autre époque. Donc Daniel Darieux, en fait, quels étaient ses rapports avec les hommes, qu'est-ce qu'elle aurait pensé des MeToo aujourd'hui? Alors, j'en ai pas la moindre idée, je me garderais bien de parler à sa place, ça me semblerait précisément déplacé. Son rapport avec les hommes, en fait, elle rencontre très jeune un réalisateur qui va devenir son mari, qui est Henri Decoing, qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Elle se marie avec lui en 1936. Et puis, ils vont se séparer à l'amiable et elle va rencontrer ce fameux dominicain, donc Ruby Rosa. Ils vont vivre une folle passion. Et puis, le torchon va voler. En 1947, ils vont se séparer. Et elle va rencontrer, alors entre-temps, elle a aussi encore un autre amourette. Et puis finalement, on va rencontrer un homme qui était complètement inconnu, un certain Georges Mitsinkides, avec lequel elle est restée mariée jusqu'à ce qu'il décède. On lui a prêté beaucoup de liaisons très jeunes avec ses partenaires. Donc voilà, ça fait partie des rumeurs. Voilà. Alors aujourd'hui, je pense que plus personne ne sait qui est Pierre Mingan. C'était un jeune premier des années 30. On lui a prêté aussi une aventure avec Albert Préjean, qui était beaucoup plus âgé qu'elle et qui était aussi un de ses partenaires. Mais pour en revenir en tout cas à ce qui s'est passé sous l'occupation, si j'ai décidé alors mon livre donc, a plutôt bien marché, donc c'est la raison pour laquelle il va reparaître en fait à l'automne, mais j'ai voulu faire une version revue et augmentée parce que je suis allée retravailler sur l'occupation, je suis allée rechercher donc, des nouvelles archives que je n'avais pas pu exhumer et qui donc m'ont permis de me rendre compte qu'effectivement elle a été mise hors de cause par le comité d'épuration qui a bien effectivement vu sa bonne foi, le fait que voilà, elle a vraiment subi une pression très très forte, comme toutes les personnes qui ont fait le voyage avec elle, à l'exception de Suzy Delair qui elle n'était pas fâchée de fricoter avec les nazis. Et en fait c'est un film documentaire qui est sorti au début des années 70, qui est Le chagrin à la pitié de Marcel Ophuls, fils de Max Ophuls, qui a exhumé en fait une actualité de l'époque qui montre justement le voyage sans le contextualiser. Il n'y a pas de commentaire off qui explique précisément pourquoi elle fait ce voyage. Et c'est vrai que ce qui est assez terrible, je trouve, c'est que cette archive qui a été exhumée dans un film très important par ailleurs, Le chagrin à la pitié, c'est un film documentaire nécessaire et remarquable, mais tout à coup cette archive pas expliquée, pas contextualisée, est devenue comme le symbole de la collaboration des artistes. On est bien d'accord, le problème c'est le contexte, de revoir les faits d'une époque avec les vers moraux de l'époque d'avant. Je voulais finir avec Emmanuel Seigné. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à Roman Polanski et à vous aujourd'hui? C'est difficile à dire, mais j'espère que les gens verront cette histoire avec un autre angle. En même temps, je pense que c'est les gens, en règle générale, c'est vraiment une minorité de gens en fait, qui pensent ça. Bien sûr, mais qui parlent très fort. C'est ça le Qui problème. ont du pouvoir, qui sont dans les médias. Mais oui, c'est terrifiant. Et je pense que les vrais gens, ils n'ont pas du tout cette idée. Non, les vrais gens, ils reconnaissent l'immense cinéaste, ils ne voient rien d'autre. On est juste consternés quand il y a eu du cinéma avec l'imbécile, la féministe et tout ça. Oui, mais c'est même pas que ce soit un immense cinéaste, parce que pour moi, c'est pas un angle de
défense que c'est un immense cinéaste. Si c'est un immense cinéaste et c'est quelqu'un qui est horrible, ça reste quelqu'un d'horrible. Mais c'est pas le cas. Donc moi c'est ça qui m'a intéressé, c'est l'homme, c'est pas le cinéaste. Bien sûr. Et de toute façon, voilà, à une époque où c'était pas un crime, c'était juste une relation illicite peut-être avec un mineur, mais ça s'appelait pas crime à cette époque. Non, et les médias continuent à parler de viol, alors que dans l'article, tout contredit cette thèse et il n'a jamais été accusé de viol, mais de relations sexuelles illicites avec une mineure. Et bien sûr, pour les médias, c'est plus attirant de dire viol. Bien sûr. Mais en tout cas, je me suis fait des copines là parce que je suis vraiment en phase avec tout ce qu'a dit Calypso et Emmanuel. Je voudrais faire un petit salut parce qu'on a une invitée qui vient de très loin puisqu'elle est arrivée de Vienne aujourd'hui. Et c'est Sofia Parisotto, la fille de Marino Parisotto, donc qui est un des 10 plus grands photographes des années 90-2010, qui était mon ami depuis que j'avais 18 ans et qui est malheureusement décédé le 17 novembre dernier. Et évidemment, il est au fil des pages de ce livre à partir du moment où lui devient mannequin, puisqu'il était d'abord mannequin. Et ensuite, c'est lui qui a révolutionné l'image de la lingerie en faisant des photos très très sexy pour la Perla, entre autres. Et merci Sophia d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.